Ok, oui, monsieur Geoffroy, allez-y. D'accord. Mais Lucide, tu sais, on a déjà parlé de ça, je crois, dans la journée. Mais est-ce que quand tu finis de parler, nous ne savons plus finalement dans quoi nous sommes? Parce que, et par rapport au dossier de PRD puis de l'UP, tu dis que la faute incombe à la charte des partis politiques et que la charte des partis politiques n'a pas disposé de comment on va fusionner dessous les partis. Mais je te dis, ce n'est pas vrai. Va voir l'article 29 et dans son alinéa numéro 9, je crois. Il dit qu'il faut se repérer. Non, tu m'as pas compris. Non, tu m'as pas compris. Je ne peux pas te laisser épigoler, épiloguer sur quelque chose. Non. C'est pas ce que j'ai dit. Non. Geoffroy, c'est pas ce que j'ai dit. Tu as bien dit qu'on a parlé dans la journée. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que la loi portant charte des partis politiques aurait pris des dispositions en ce qui concerne la fusion, au lieu de laisser chaque parti s'organiser en interne. Parce que voilà, nous sommes dans un cas de figure où un parti a prévu comment faire sa fusion et l'autre n'a pas prévu. Maintenant, nous partons sur la base de quoi? Le monsieur l'a dit. Est-ce que vous avez lu la loi avant de ce que vous dites? Vraiment, je ne comprends pas. C'est le problème, en fait. Et la loi dit, l'article 29 a dit que pour les processus de dissolution ou de fusion, que c'est le règlement intérieur de chaque parti qui gère ça. Alors, ça, je vois que la charte en a disposé. Mais là, quel parti? Mais laissez-moi parler finalement. Ce que je dis, c'est simple. La charte aurait pu dire, en cas de dissolution, chaque parti reste et garde ses attributs. En cas de dissolution, chaque parti disparaît. Et là, on sait que ça s'impose à tout le monde. Mais lorsque la loi dit ça, et que dans le règlement intérieur d'un parti, il est dit que nous, si nous nous fusionnons, nos entités restent. Et que dans les dissolutions de l'autre parti, on ne fait même pas cas de la fusion. Nous allons nous baser sur quoi maintenant pour dire que oui, si les autres rentrent, en fait, ils se sont entendus sur quoi finalement? Parce que aujourd'hui, le l'UPR dit que on a fusionné, eux, ils n'existent plus. C'est ce que je dis. La loi aurait pu trancher. Voilà, la loi aurait pu trancher la question. Non, oui, monsieur Lucide. Ok, je vais permettre à Geoffroy de réagir. Okay. Moi, je ne suis pas juriste, mais si on comprend quand même... Monsieur. Oui, déjà, d'une certaine manière, la loi a prévu à laisser la liberté aux partis de s'en tenir au contenu de leur statut pour pouvoir décider de la fusion. Donc, on ne peut pas dire à 100% que la loi n'a rien prévu. Peut-être la loi aurait pu être plus claire. La loi aurait pu trancher. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir le Russe. Je pense que le sujet, c'est le probable divorce UPR, PRD ou UP, PRD. Et cette histoire, pour ma part, est venue soulever une insuffisance. Une insuffisance, pour moi, dans la loi portant charte des partis politiques. Parce que cette loi n'a pris aucune disposition en ce qui concerne les fusions de partis, tout en prenant soin d'interdire l'alliance des partis politiques. Et a laissé le soin à chaque parti d'organiser en son sein ses procédures de dissolution ou de fusion. Et voilà, nous nous retrouvons dans un cas où l'un des partis a bien mis, en l'occurrence le PRD, de façon claire et nette dans ses statuts, que même s'il arrivait à fusionner avec un autre parti politique, cela ne signifie pas la dissolution de son parti, et que l'autre parti, en l'occurrence le PR, a juste pris des dispositions en ce qui concerne la dissolution et n'a rien dit par rapport à une probable fusion. Et pour ma part, je pense que c'est la loi portant charte des partis politiques qui devrait organiser les processus de fusion. Parce que la dissolution d'un parti en interne ne regarde que le parti. En dehors des cas où ils ont été reconnus coupables d'avoir enfreint la loi et qu'il y a une sanction qui a été prise à leur compte et qu'un décret est pris pour les dissoudre,
De la même manière, s'ils doivent se dissoudre d'eux-mêmes, ça les regarde. Mais la fusion d'un parti avec un autre va créer un nouveau parti. Et du coup, cette loi-là, qui a été votée pour régir le fonctionnement des partis politiques, devait prévoir ça. Si cette loi avait prévu les procédures de fusion, nous n'en serions pas là. La deuxième chose, en tout cas pour ma part, je ne sais ce qu'il y a dans le protocole d'accord qui a été signé entre l'UP et le PRD avant qu'il procède à la fusion effective et qu'il ait recevoir le récépissé définitif pour l'UPR. Je ne sais pas non plus le récépissé définitif de l'UPR, ce qui est dedans. C'est des documents auxquels j'ai cherché, mais je n'ai pas eu assez. Et je pense qu'il suffit simplement pour le PRD, si le PRD consulte sa base et estime qu'ils vont quitter l'UP, et que le ministre de l'Intérieur dit « vous n'existez plus légalement », c'est simple, le PRD, conformément à la charte des partis politiques, a juste à saisir la chambre administrative de la Cour suprême, a déposé ces éléments, a fait son argumentaire, et la Cour suprême va statuer en son temps. Je pense que c'est aussi simple que ça. Peut-être que le ministère vous dira, puisque là, on n'a pas encore une réaction officielle du ministère. Le ministère a saisi une lettre pour dire au président Mbéji qu'ils ne sont plus légalement constitués. Le président Mbéji a répondu, et le ministère n'a plus rien dit. L'UPR n'a rien dit par rapport à la situation. Donc, du coup, pour le moment, nous n'avons que les arguments du président Mbéji et du PRD. Donc, nous ne pouvons pas juste nous baser sur ça et statuer ou dire qui a raison, qui n'a pas tort. Mais, si la loi portant charte des partis politiques avait vraiment pris toutes les dispositions et analysé tous les aspects de la chose, le débat ne serait même pas là. Le débat ne serait même pas là. Pour ma part, c'est ça. Monsieur Géoffroy a suggéré tout à l'heure que pourquoi est-ce que la direction des partis politiques est sous le ministère de l'Intérieur. Oui, il est vrai que dans la plupart des États, c'est le pouvoir régalien parce que effectivement, si on doit dissoudre un parti politique, si un parti politique a commis des infractions et qu'il faut prendre un décret pour le dissoudre, c'est le président de la République, c'est l'exécutif qui prendra ce décret pour le dissoudre. Normalement, voilà, non. Ça, normalement, ça doit être une décision de justice, pas un magistrat. Ce n'est pas l'exécutif. Non, mais oui, ça devrait même être une décision de justice. Oui, non, mais le russe, c'est sans rancune. Mais c'est les règles de justice. Un instant, mais en fait, pour le moment, ça fait partie des pouvoirs régaliens de l'État. C'est pas parce qu'on a dit que ça fait partie des pouvoirs régaliens de l'État qu'on dit que c'est réel, que c'est correct. Pour le moment, c'est comme ça. Maintenant, c'est comme ça, ça fonctionne très bien lorsque vous avez en face de vous des fonctionnaires, je ne dirais pas intègres, mais des fonctionnaires techniques qui ne sont ni politiques ou qui ne sont qui sont prêts à perdre leur boulot, quitte à défendre leur position. Mais voilà. C'est tout. Parce que même la plus grande démocratie au monde que nous choisissons, qui est les États-Unis, c'est le pouvoir régalien de l'État. C'est l'État qui gère la politique, c'est comme ça. Mais le russe, s'il te plaît, laisse-moi finir, s'il te plaît. Oui, allez-y, mais ne donnez pas des exemples. C'est pour ça que je dis, si, on va donner des exemples. Tu ne peux pas m'empêcher de donner des exemples. Je vais donner des exemples. Mais je dis, ça fonctionne lorsque vous avez en face de vous des fonctionnaires qui ne sont pas soumis à une élection. C'est ça. Qui ont une certaine indépendance dans leur fonctionnement. Mais figurez-vous que le ministre de la Justice, que le président de la République, que le président américain même nomme, la loi l'autorise à le destituer, à invoquer le 25e amendement, à convoquer le cabinet et invoquer le 25e amendement, s'il a les preuves que le président a failli. Et c'est lui qui a nommé le ministre de la Justice. Figurez-vous, c'est pour vous dire que le problème que vous posez, c'est parce que nous avons des fonctionnaires qui ont peur de l'autorité, qui ont peur de leur supérieur hiérarchique, qui ont peur de représailles.
Donc, dans ce cadre, dans ce contexte particulier, nous pouvons souhaiter que la gestion des partis politiques soit confiée à un organisme indépendant. Soit un organisme indépendant, le seul. Aujourd'hui, la Sénat s'occupe déjà du financement des partis politiques. À partir du moment où la Sénat s'occupe du financement des partis politiques et que les dispositions de la Sénat sont prises de manière à ce que tous les courants politiques soient représentés au niveau de la Sénat, donc nous pouvons souhaiter que ce soit la Sénat qui s'en occupe pour avoir plus ou moins une certaine équité. C'est un souhait, c'est une doléance que nous allons faire. Mais qu'on le veuille ou non, dans le système actuel, c'est la gestion des partis politiques et le pouvoir régalien de l'État. Mais nous avons un système particulier, nous avons un contexte particulier où le fonctionnaire qui est là aura peur de son ministre. Il aura peur du président. Donc du coup, c'est le don des instructions, il va trouver des jérémiades, des gymnastiques pour faire ce qu'on lui a demandé de faire. Donc nous, en tenant compte de notre contexte particulier, nous aurions souhaité que ce soit un organisme indépendant. Mais quand vous parlez d'Alcré, par exemple, moi je ne peux pas souhaiter qu'on confie ça à Alcré. Non. La Sénat, oui. Parce que même le Wissa parlait de Alcré, Alcré ou bien Fona, le truc de Jean-Baptiste Elias là. ANLC. Ou bien, oui, ANLC ou société civile. Non, vous ne pouvez pas demander à la société civile de venir gérer le récit des partis politiques. S'il vous plaît, il n'a pas de confier ça à la société. Écoutez, il a donné un exemple d'autonomie d'une entité. La société civile ne confier ça. Pourquoi vous mélangez tout là? Pas un exemple à donner. Je ne mélange rien. La société civile n'est pas un exemple à donner pour même imaginer à leur confier un truc du genre ou un truc pareil. Mais qui vous a dit que ceux qui sont membres de la société civile sont intègres? Il faut confier ça à une institution où tous les courants politiques sont représentés. C'est ce qu'on peut souhaiter. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on ne voit que la Sénat. Puisque actuellement, c'est elle qui s'occupe du financement des partis politiques. Donc, le reste, le débat, il faut que nous reconnaissions que dans la loi portant charge des partis politiques devait gérer cette histoire de fusion-là. Si elle s'en était occupée, le problème ne se poserait pas. Là, maintenant, nous allons attendre et voir ce que... Moi, je souhaite que le PRD saisisse sa chance à la Chambre administrative de la Cour suprême avec ces éléments pour que nous soyons tous fixés de ce qu'il en est de cette affaire-là. Ou est-ce que le PRD... Puisque le ministère a déjà pris position pour dire que pour elle, le PRD n'existe plus légalement. Donc, je pense qu'il faut une juridiction pour nous départager sur cette affaire-là. Et c'est la Cour suprême qui est indiquée dans ce cas-là, en l'occurrence la Chambre administrative. Donc, par rapport au sujet du jour, c'est ce que moi je peux dire. Merci beaucoup. Geoffroy, tu peux prendre ta motion, oui. Merci beaucoup. Il y avait une motion. J'aime motion aussi. Hein, et... Oui, après, Geoffroy, il y a M. Olo. Vous voyez, le Monsieur le Russe, oui, avant de reprendre la parole, on va permettre à M. Olo, qui devrait vous répondre avant là. Ok, oui, M. Geoffroy, allez-y. D'accord. Mais Lucide, tu sais, on a déjà parlé de ça, je crois, dans la journée. Mais est-ce que quand tu finis de parler, nous ne savons plus finalement dans quoi nous sommes? Parce que, et par rapport au dossier de PRD puis de l'EP, tu dis que la faute incombe à la charte des partis politiques. Et que la charte des partis politiques n'a pas disposé de comment on va fusionner dessous les partis. Mais je te dis, ce n'est pas vrai. Va voir l'article 29. Et dans son alinéa numéro 9, je crois, il dit qu'il faut se référer. Non, tu m'as pas compris. Non, tu m'as pas compris. Je ne peux pas te laisser épigoler sur quelque chose. Non. C'est pas ce que j'ai dit. Non. Geoffroy, c'est pas ce que j'ai dit. Tu as bien dit qu'on a parlé dans la journée. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que la loi portant charte des partis politiques aurait pris des dispositions en ce qui concerne la fusion, au lieu de laisser chaque parti s'organiser en interne. Parce que voilà, nous sommes dans un cas de figure où un parti a prévu comment faire sa fusion et l'autre n'a pas prévu. Maintenant, nous partons sur la base de quoi? Le monsieur l'a dit. Est-ce que vous avez lu la loi avant de ce que vous Vraiment, je ne comprends pas. C'est le problème, en fait.
Et la loi dit, l'article 29 a dit que pour les processus de dissolution ou de fusion, que c'est le règlement intérieur de chaque parti qui gère ça. Alors, ça, je la charte en a disposé. Mais laquelle partie? Mais laissez-moi parler finalement. Ce que je dis, c'est simple. La charte aurait pu dire, en cas de dissolution, chaque parti reste et garde ses attributs. En cas de dissolution, chaque parti disparaît. Et là, on sait que ça s'impose à tout le monde. Mais lorsque la loi dit ça, et que dans le règlement intérieur d'un parti, il est dit que nous, si nous fusionnons, nos entités restent. Et que dans les dissolutions de l'autre parti, on ne fait même pas cas de la fusion. Nous allons nous baser sur quoi maintenant pour dire que oui, si les autres rentrent, en fait, ils se sont entendus sur quoi finalement? Parce que Puis aujourd'hui, le pays dit que on a fusionné, eux, ils n'existent plus. C'est ce que je dis. La loi aurait pu trancher. Voilà, la loi aurait pu trancher la question. Non, oui, monsieur Lucide. Ok, je vais permettre à Geoffroy de réagir. Okay. Moi, je ne suis pas juriste, mais si on comprend quand même... Monsieur. Oui, déjà, d'une certaine manière, la loi prévue a laissé la liberté aux partis de s'en tenir au contenu de leur statut pour pouvoir décider de la fusion. Donc, on ne peut pas dire à 100% que la loi n'a rien prévu. Peut-être la loi aurait pu être plus claire. La loi aurait pu trancher. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Okay, mais je vais laisser à Geoffroy. Exactement, la loi aurait pu trancher. Voilà, c'est ça. Ok, monsieur Lucide, vous avez lu la Constitution béninoise? On a parlé de parrainage dedans. Est-ce que la Constitution béninoise a dit le mode de parrainage? Quelle loi en a disposé? Ce n'est pas le code électoral? Est-ce que vous allez dire que la Constitution béninoise n'en a pas... Est-ce que vous allez dire que parce qu'il a dit qu'il faut se référer à une loi spécifique qui va encadrer cela. Est-ce que vous pouvez me dire là, maintenant que la Constitution n'a pas parlé de parrainage? Non. Donc, si je prends l'exemple... On ne se comprend pas. On ne se comprend pas. Mais là, je n'ai pas dit finalement que la loi n'a pas parlé... Non, je n'ai pas dit que la loi n'a pas parlé de la fusion. Je dis la loi aurait pu trancher la question. C'est Geoffroy lui-même qui a posé des questions. Donc, Geoffroy, vas-y directement. Il ne fait que répondre. C'est une rhétorique. Mais c'est une question rhétorique. Je suis dans un argumentaire. Il me laisse finir. Monsieur Lucide, oui, on va le laisser terminer et puis comme ça, on va aller plus vite. Ok. Donc, il ne peut pas me dire que la charte des partis politiques n'a pas disposé de comment les disparitions et les fusions vont se faire. C'est exactement ce que la Constitution de notre pays a fait par rapport au parrainage. Il dit, référez-vous à vos textes règlements internes. C'est clair et c'est limpide. Ça veut dire que si un parti doit exister, quand nous allons aller faire les formalités au niveau de la direction des partis politiques, la direction des partis politiques doit voir est-ce que dans les statuts, ce parti a prévu sa disparition et sa fusion. S'il n'y a pas ça, il dit retournez et remettez-moi les articles. C'est aussi simple que ça. Donc ne me dites pas que la charte des partis politiques n'en a pas parlé. Ils en ont bien parlé. Et ça se fait plusieurs fois dans la hiérarchie de normes. Donc, ce n'est pas une faute, ce n'est pas un manquement au niveau du texte. Parce que là où vous voulez en venir, c'est que ça vous fait mal que ce soit les textes internes de chaque parti qui en décide. Mais c'est ce que la loi dit. Et on se soumet à cela. Et dans le cas d'espèce, il est clair qu'au niveau du PRD, la fusion du PRD n'entraîne pas sa dissolution. C'est ça, ce sont les faits. C'est ça qui est là. Et c'est ce que Maître Adrien Bedi expose comme argument. Je vais maintenant au niveau et je dis que ce n'est pas une exception. C'est pourquoi il y a pris l'exemple de notre Bible de la République qui est la Constitution. Au niveau de l'autonomisation du parti, de la direction générale, écoutez, on n'a pas de remettre toute la direction qui donne les associations et autres. On parle de direction générale, d'accord, des partis politiques. Vous-même, vous reconnaissez que il peut y avoir des suspicions, une sorte de copinage, quand c'est les gens du même parti, ou bien c'est qui doivent donner, par exemple, les gens d'un parti qui doivent donner ce récépissé aux opposants, par exemple. Vous reconnaissez qu'il peut y avoir des problèmes. Mais en même temps, vous dites que dans aucun pays, que ça n'existe, que c'est un pouvoir régalien. Je vais vous poser une question auquel vous allez répondre après. Qu'est-ce qui fait que la Sénat, vous pensez que la Sénat est autonome? C'est parce que quand on nomme les membres de la Sénat, on sait qu'ils sont là pour une période donnée. Ils sont là pour une mandature. Et ils sont là forcément pour ça.
Les membres de la direction générale des partis politiques actuellement au ministère de l'Intérieur, qui commettent une faute qu'automatiquement on peut les enlever mais les muter, ils sont des fonctionnaires fragiles, d'accord, amovibles. Au niveau quand on va au niveau de l'organisation de la justice, les juges assis là, quand on les nomme quelque part, normalement, avant que le président Patrice Talon ne vienne remettre ça en cause, normalement, quand on te met quelque part, c'est quand tu décides qu'on doit t'affecter. Parce que si tu rends des décisions qui n'arrangent pas le gouvernement, bien un parti, à cause des forces ou des pressions, on peut t'enlever. Mais vous voyez, ça a été un mécanisme pour les maintenir à cette place-là. Donc, si vous prêtez, vous dites qu'il faut qu'on remette la gestion des partis politiques à la Sénat, c'est parce que vous savez qu'ils sont là pour une mandature donnée. Le gars, il travaille correctement pendant ces 7 ans et après on l'enlève. Donc, ne me dites pas que c'est comme ça se passe partout et que pour ça, nous devons copier les autres modèles. Nous avons des intelligences et nos intelligences s'adaptent à notre climat socio-culturel, notre climat socio-politique. Et c'est comme ça que nous naissent en notre innovation et le cadrage de nos institutions avec nos réalités. Bon, d'accord, on les laisse comme ça. Voilà ce qui se passe. Avec des coups de téléphone, on règle certaines choses. Et voilà dans quoi nous sommes. Et je dis quelque chose. Ce n'est pas seulement les partis UP et partis BR le problème. On remet même en cause notre sécurité administrative. Parce que si jamais les arguments de Maître Adrien Goyi sont reçus comme fondés, vous imaginez ce que ça veut dire? Ça remet en question toutes les institutions de la République. Et ça peut fragiliser notre vivre ensemble. C'est de ça que nous parlons. Ce n'est pas une question de nous amuser. Et je rejoins le ministre quand il dit que c'est un des plus grands ce n'est le plus grand scandale politique que notre pays ait connu jusque-là. Merci. Monsieur, s'il vous plaît. Ok. Je peux lever. Oui, et pour pouvoir vider cette question-là, on va permettre à Lucide de répondre. Et comme ça, on va avancer. Oui. Vous pouvez y aller maintenant. Ok, merci. Mon frère Géoffroy, je continue de dire que vous avez pris l'exemple de la Constitution qui a dit qu'il faut se référer à une loi spécifique. Vous savez, une loi, elle s'impose à tout le monde. Comment on appelle, des dispositions qui sont prises à l'intérieur de chaque parti, ça c'est le parti même seulement qui est obligé de s'en tenir à ça. Et je continue de dire, vous avez compris que j'ai à aucun moment je n'ai dit que la loi portant sur des partis politiques n'a pas prévu les modalités de fusion. Je dis, elle aurait pu trancher une fois pour de bon et le problème ne se poserait pas. Elle n'a pas tranché. Maintenant, voilà, nous sommes dans ce cas de figure. Maintenant, si nous allons nous fixer par rapport à ce cas de figure qui est là, donc c'est que le PRD a dit que je ne disparais pas. Donc aujourd'hui, avec mes tests, j'avais déjà dit que si je fusionne, je ne disparais pas. Aujourd'hui, je veux retrouver mon autonomie, mon truc. Donc le PRD va partir avec son nom, son logo, ses attributs, et puis c'est tout. Maintenant, les députés ou les conseillers élus UPR resteront UPR jusqu'à la fin de leur mandat. C'est simple. C'est pas compliqué. Oui, et ça va permettre de corriger, ça va permettre... Mais est-ce que c'est de ça qu'on parle là maintenant? On ne parle pas de députés UP ou bien BR, on parle de PRD, on ne parle pas de ça encore, monsieur. Mais on parle de quoi? Moi, j'ai une question pour vous. Puisque vous avez mis toute votre énergie autour des débats techniques qui pour moi, ne produiront aucun effet. Mais allons-y quand même. Moi, j'ai une question pour vous. Avant qu'un parti ne soit reconnu par la charte des partis politiques, faut-il obligatoirement un congrès, que ce parti aille au congrès, oui ou non, avant que la constitution du parti ne soit reconnue? Bien sûr, puisque dans vous dites que pour vous, le débat technique ne vous avance à rien, mais vous posez une question technique. Écoutez, monsieur. Écoutez-moi d'abord. Quand je vous dis ça, vous allez produire tout ce qui est technique ici, ça ne leur servira à rien, c'est ce que je vais vous dire. Ils ne vont pas s'en servir, ça c'est clair. Et donc, vous y avez mis tant d'énergie. Et je vous dis que je me mets, comme on dit, je récupère et je vous pose cette question. Parce qu'il s'agit de cela maintenant. Dans les points qui sont soulevés par le président du PRD, c'est qu'ils ne sont même pas allés à un congrès pour une dissolution du parti. Et quand un parti n'est pas dissous, on ne peut pas parler de fusion. Je me rappelle
quand Talon s'obstinait à imposer sa loi scélérate en 2019, il exigeait tellement cette affaire de congrès qu'il avait même dit, quand il disait que si j'étais à votre place, je serais capable de compétir ou d'aller à ces élections. Il exigeait à la veille de la clôture des dossiers, il exigeait à des partis d'aller tenir un congrès afin de le revenir. Mais pourquoi ce congrès-là, tant exigé pour reconnaître les partis politiques, pour pouvoir reconnaître l'existence des partis politiques aujourd'hui, ce congrès, on ne sait pas, on veut, comment on dit, on veut passer cette exigence de congrès sous boisseau pour reconnaître que le parti de l'UPR est déjà dissous. Maintenant, ceci dit, je vais vous dire, je reviens sur ce que je viens de dire tantôt. Faites toutes les bonnes productions ici, techniques, intellectuelles. Ces gens-là n'en ont pas. Parce que, en fait, ce n'est pas leur, c'est pas leur matière. Ils ne sont pas en train de faire les choses en se basant sur des principes. Ils ont juste des objectifs à atteindre et ils veulent l'atteindre par tous les moyens. Biaisé ou pas, c'est pas leur problème. Vous voyez, ce ne sont pas des gens qui sont assis sur des principes. Quand vous allez les ramener, voilà, Al-Zanaya a dit, si vous les ramenez à un débat de principe, ils ne pourront pas tenir. Et donc, ils ne voudront pas le faire. Nous, on s'échouille ici, on va s'en vous allez produire tout ce qui est technique et tout ce qui est sur la base des principes. Monsieur Kialim, permettez-moi de vous dire, peut-être, nous, ici, notre objectif, notre débat ici, ça ne s'adresse pas à eux. Notre objectif est d'échanger, d'éclairer l'opinion pour que chacun de nous puisse en tirer le meilleur. Maintenant, on sait que selon plusieurs événements qu'on a connus depuis 2016, on sait comment le système en place fonctionne. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va renoncer au débat technique. C'est pourquoi moi j'ai même souhaité sur le panel des juristes, tout ça là, pour que il y a certains détails qui nous échappent si on n'est pas du domaine. Donc c'est quand même ça place dans le débat parce qu'on ne s'adresse pas. On ne va pas faire le résumé de ce débat et envoyer à la présidence. On s'adresse à un public, les gens monsieur, madame, tout le monde, qui peut écouter ce qu'on dit ou bien qui va avoir des experts après pour dire, ok, mais je viens de comprendre ce qui se passe en réalité entre le PRD et l'UP. Et c'est telle personne qui a raison, c'est telle personne qui a tort. Donc c'est dans ce sens qu'on pourrait inscrire nos échanges ici, en fait, quoi. Quand cela ne tienne, alors, ok. Est-ce que maintenant on peut passer la parole à d'autres personnes parce que là. Oui, le débat est resté longtemps entre Geoffroy et Lucie. Oh, ok, oui, je vais venir à vous. Permettez à M. Olo Diamant de réagir d'abord et puis je vais venir à vous parce qu'il avait demandé une motion même avant. D'accord. Non, ouais, je suis bon. Je suis désolé, je ne vais pas revenir sur les mêmes choses. Je pense que M. Lucida a largement répondu à M. Russe. Ce n'est pas un débat où nous allons nous tirer dessus et montrer qui a raison ou bien qui a tort. Nous sommes en train de penser pour le bien de notre pays. Donc, il y a pas d'animosité ou quoi que ce soit ici. Nous sommes dans un débat purement technique et il a dit pendant longtemps, M. Lucide, bon, dans la hiérarchie des normes, normalement, la charte des partis politiques devait prévoir clairement et dit, dans le cas où vous fusionnez, le fonctionnement interne de vos règlements n'existe plus une fois que vous fonctionnez. Et puis, le débat serait clos. Aujourd'hui, le débat est en suspens, mais comme l'a dit aussi tout à l'heure M. Client, le gouvernement actuel ou ceux qui sont aux commandes, ils vont pas écouter tout ce qui est dit là. Ils vont atteindre un objectif et le PRD va disparaître. S'ils ont encore le pouvoir pendant en 2026, le PRD va disparaître. Ça, c'est clair. Et le PRD va disparaître. Ils vont tout faire parce que c'est eux qui décident. Et donc, c'est pas sur des principes, non, c'est sur leurs principes à eux. C'est pas sur le droit. Non, c'est sur leurs principes à eux. Et donc, bon, je ne vais plus répondre aux autres amis qui sont sur le panel. Je laisse continuer le débat. Merci.
Ok, merci beaucoup. Loris, tu veux prendre la parole maintenant. Oui, et bon, vous savez, nous sommes à un rendez-vous de donner, de recevoir. Moi, je m'en voudrais de quitter ici et en laissant les gens sur leur faim, sur certains certains thèmes techniques ou certaines idées techniques qui pourraient quand même aider les autres à comprendre quelque chose de bien. Je reviens encore à cette affaire de pouvoir régalien ou quoi là. Je vous dis, il y a une chose qu'il faut comprendre. Écoutez-moi très bien cette partie-là. Chaque nation évolue selon ses réalités. Et c'est une erreur grave de vouloir chaque fois copier in extenso les autres. Parce que vous n'avez pas les mêmes peuples, vous n'avez pas les mêmes réalités. Le Béninois ne réfléchit pas, ne raisonne pas comme l'Américain. Nous ne sommes pas structurés de la même manière. Et d'ailleurs, nous n'avons pas les mêmes éducations. La politique américaine, lorsque vous allez vous rentrer aux États-Unis, vous dites le seul pouvoir régalé de l'État, oui, même aux États-Unis, le parti politique peut-être, et ça doit faire partie, c'est l'État qui doit donner le quitus, tout ça là. Mais vous imaginez que, vous ignorez que aux États-Unis, c'est tout un complexe. Vous ignorez que c'est tout un orchestre. Où il y a même des juges de siège qui sont inamovibles, qui sont... Oui, allô? Ah non, pendant quelques secondes, on nous entendait plus. Motion pour le russe, là. Je peux faire... Ah, d'accord. Donc, je dis, les États-Unis, il y a même des juges de siège, il y a cette affaire d'indépendance de la justice qui est là. Donc, chaque nation avec ses réalités. Aujourd'hui, nous sommes au Bénin. Cette affaire de parti politique n'a jamais eu un problème chez nous au Bénin. Je pense que c'était la préfecture ou bien le ministère de l'Intérieur, je ne sais pas. Ce n'était pas un problème de créer un parti politique. Il n'y avait pas autant d'attention sur la création de partis politiques. Vous comprenez? C'est ce gouvernement qui a montré aux Béninois que c'est une arme politique. On peut instrumentaliser l'administration pour pouvoir disqualifier, exclure ses concurrents politiques. Et c'est ça qui nous permet. La loi devrait être en perpétuel dans une dynamique de s'adapter à chaque réalité. C'est comme ça un pays grandit. Nous avons l'habitude de créer des entreprises en ligne. Pourquoi ne pas, aujourd'hui, où nous avons constaté que les politiques, l'exécutif, peut utiliser de mauvaise foi son pouvoir pour exclure les autres, pourquoi ne pas aller à un organe indépendant? Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas impensable. Ça peut se faire. Ça peut bel et bien se faire. Parti politique là, ce n'est pas un problème. On peut même donner des pouvoirs aux huissiers. On peut même donner des pouvoirs aux notaires de faire les formalités pour avoir les partis politiques. On peut même le faire en ligne. Ça ne devrait pas être un instrument politique où c'est le ministre qui doit signer, un ministre qui est déjà lui-même membre d'un parti politique. Il y a un problème qui se pose, un vrai problème. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, là où nous sommes, on doit penser à un organe indépendant. Et le dit, c'est rien d'extraordinaire. Je suis juriste et je sais que c'est possible de le faire. Vous comprenez? Et cet organe, on a bien expliqué comment cet organe peut être composé. Ça peut être composé des membres de la société civile, des magistrats, des politiques. Vous comprenez? Donc c'est bien possible. Ce n'est pas compliqué ça. C'est bien possible. Sauf si nous avons d'autres idées derrière. Alors l'autre chose que je m'en vais dire pour finir,
En ce qui concerne cette loi, cette affaire de fusion-là, le désordre qui est là est tellement criard. Le désordre qui est là est tellement criard qu'on ne peut pas, s'attaquer à la loi. Ce n'est pas un problème de la loi. Et même si on devait s'attaquer à la loi, ce n'est pas nous qui avions voté la loi. On a tout le temps dénoncé la loi. La loi a prévu quoi? Au niveau de l'article 29, à la linéa 9, il dit que chaque parti doit disposer de son mécanisme de dissolution comme de fusion. Et ce qui est encore bizarre, l'ironie du sort, c'est que les deux partis, l'UP et le PRD, ont presque les mêmes dispositions pour la dissolution. Parce qu'au niveau de PRD, on parle de 3 cas, on parle d'un congrès extraordinaire qu'on convoquait régulièrement dans les règles de l'art, où il faut 3 cas. Dites-moi, même la fusion là, vous pensez que ce serait démocratique que pour fusionner 2 partis, on ne consulte pas à la base des membres et que chaque présidence décide d'aller fusionner un parti, ou bien chaque président décide d'aller... Que les membres décident de dire, bon, nous sommes prêts à dissoudre notre parti, nous sommes prêts à nous fusionner. Ce qui a été fait là, c'est une alliance politique. Or, le code, la loi et sur le système partisan allait contre les alliances politiques. Donc, ce qui a été fait, cette fusion c'est une fusion de fait. Même dans la lettre de Mukwege, il a précisé, c'est une fusion de fait. En réalité, c'est une alliance politique. Ce qui est contraire à la loi. Il faut tirer les conséquences. Vous voulez maintenir l'UPR là comme ça et dire que oui. Non, non, non. Et on doit tirer toutes les conséquences possibles. Le parti UPR n'a jamais existé. Et ce qui est encore grave, la cerise sur le gâteau, c'est le fait que le ministre, sachant très bien qu'il y a eu fusion, le 21 août, si j'ai bonne mémoire, mais le 24 août, PRD fait une demande de récépissé définitive pour son parti, et le 26, le ministre délivre un récépissé. Plus grave, le parti UP n'a jamais pensé aussi dissoudre son parti. Vous voyez la gravité de la chose? C'est tellement grave que le peuple doit tenir très très fort cette affaire-là. Même si ces personnes-là ne répondent pas de leurs actes, aujourd'hui, même dans 10 ans, dans 20 ans, on doit les interpeller eux tous. Ils vont répondre de ça. C'est un grand désordre politique, c'est un grand scandale politique. Des personnes, des imposteurs sont restés à notre Assemblée nationale, nous ont voté des lois. C'est dangereux pour ce pays. Et vous dites, vous voyez des choses comme ça, et on perd le temps à parler d'autres choses. Non, on doit vraiment tirer l'attention de notre population, de ceux qui nous suivent, des jeunes qui nous suivent ici. On doit leur montrer à quel point c'est dangereux, c'est grave ce qui a été fait. Parce qu'ils vont essayer de banaliser cela. Ils vont essayer de banaliser. Et ils ont commencé déjà. C'est pour banaliser l'acte qu'ils ont commencé par vouloir vous distraire en parlant de Amancé, oui, le gars qui change. Non. Ah, le russe, c'est ça. Administratif. Administratif. Ah, excusez-moi. C'est un scandale administratif. C'est un grand scandale administratif. Ce n'est pas possible que le ministère puisse gérer cette affaire-là. Ce n'est pas possible. Surtout avec le système partisan qui a été
qui a été encore imposée. Vous savez pourquoi c'est devenu dangereux que le ministère gère les affaires de récépissé? Ce sont des lois qui ont commencé, qui ont encadré cette affaire de système partisan et le code électoral, qui ont donné une certaine force à celui qui délivre le récépissé. Sinon, créer un parti politique n'était pas un problème. Mais les lois ont donné un certain pouvoir à celui qui délivre le récépissé. Créer un parti devient un truc difficile, ce qui ne devait pas être le cas. Alors, lorsque vous donnez tout ce pouvoir, il faut savoir contrôler un pouvoir. Lorsque vous créez des pouvoirs, il faut savoir mettre les pouvoirs dans la main des personnes qui peuvent bien les manipuler. Et ce pouvoir qu'ils ont créé, ça ne peut plus rester dans la main de... On a un problème de connexion. Moi, je voudrais bien intervenir parce que... Oui, le russe, peut-être... Ouais. Je vais intervenir. Puis je suis resté... On va permettre à quelqu'un d'autre d'intervenir. Ouais, je me permets... Juste une seconde, je vais vous donner la parole. Attendez, il y a monsieur Arobi qui a une motion. Monsieur Arobi avait demandé une motion avant. Et je voulais vérifier quelque chose avec les gens qui sont sur le panel ici. Est-ce que c'était toujours Alassane Seydou là, qui était là au moment en 2022? Ou non, c'est Saka Lafia qui était là? C'est Saka Lafia en ce moment-là? Oui, c'est Saka, c'est Saka. C'est Saka, donc c'est après qu'il est venu. Ok, monsieur Arovida, allez-y. Oui, donc, monsieur le Russe, j'ai compris ce que vous dites. Hein. Il ne faut pas assimiler, il ne faut pas copier, il ne faut pas comparer les autres pays par rapport à... Mais la réalité est autre chose, c'est que vous oubliez que notre constitution du Bénin et pour la plupart des pays francophones prennent le vol Air France et atterrissent à Cotonou ou d'autres Abidjan et ailleurs. Et sur cette base-là... Non. Si, laissez-moi finir. Si. Ce ne sont pas une fois, ce ne sont pas deux fois. Et ce ne sont pas que le Bénin. Hein? Et nous ne faisons que des corrections cosmétiques. Nous faisons des corrections cosmétiques sur l'enveloppe qu'on vient de déposer. Donc, si vous voulez revenir sur la réalité africaine ou la réalité béninoise, il faut alors revenir sur les bases. Aujourd'hui, il faut revenir sur les bases du panafricanisme et donc la libération totale de nos pays. Et ceci veut dire simplement se retirer de tout ce qui nous lie avec nos maîtres. Ce ne sont pas les anciens, mais ils sont toujours là. Surtout pour notre cas, nous, le Bénin, nous avons toujours des propriétaires. La France, qui, vous voulez ou pas, qui dicte toujours. La France a la maîtrise de tout ce qui se passe chez nous. Il faut être sûr de ça, ne doutez même pas. Et donc, revenir et écrire maintenant une constitution propre à nous-mêmes, cela veut dire il faut continuer le boulot qui se fait aujourd'hui, le réveil de conscience, mais il faut le faire sur le long, un temps très long, en commençant par la jeunesse, la jeune promotion qui ne connaît pas le système d'aujourd'hui. Ça veut dire vous prenez plusieurs années pour une scolarité du CI jusqu'en terminale au moins, pour arriver à un changement, pour vous libérer, pour libérer le pays. Et si on arrive à faire ça là, la mentalité va changer parce qu'il faut changer tout le système éducatif que nous avons, complètement. Il faut balayer tout ça et revenir sur notre histoire, apprendre aux enfants. Pour nous, c'est fini. Nous, c'est terminé. Mais si on veut le faire, les gens qui ont la bonne volonté peuvent faire ça en allant à la racine, à la base. Et ce sont les enfants, les tout petits qui sont à l'école de base. Il faut commencer par eux, leur apprendre notre histoire, notre réalité, pour que ceux-là fondent. Parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas nos réalités. On nous dit de dire A, on dit A. On connaît l'histoire. Et moi, avant de quitter le Bénin en temps, je connaissais correctement l'histoire de toute l'Europe. On connaissait ces guerres-là, les guerres qui ne nous concernaient pas.
Et sans connaître les vraies guerres que nous avons eues entre nous, même là-bas, sans connaître les voisins que nous avons à côté de nous, alors qu'on connaissait tous des Blancs. Donc, si vous voulez vraiment pour une éducation nette et que notre constitution réponde à nos réalités, il faut commencer par là. Et sinon, vous vous trompez en pensant que c'est nous qui rédigeons. On ne rédige rien. C'est ça la vérité. Merci. C'est ce que je voulais vous dire, monsieur. Je vais intervenir. Monsieur, Oui, je vais intervenir, monsieur. Je vais intervenir. En 1 minute, s'il vous plaît. Non, Russe, pardon, je te demande pardon. Non, mais la motion de Akhovi, c'était fait pour moi. Oui, je fais un mot également. Ma motion, c'est pour toi. Donc, tu peux répondre à nous deux après, s'il te plaît. Oh là là. Oui, tu pourras répondre à nous deux. Il n'y a pas de problème. Oui, pour te dire que tu disais que il faudrait qu'on puisse adapter. Oh là là, qu'on puisse adapter tout ce qu'on fait à nos réalités, tout ça, mais c'est du leurre. Depuis 1960, moi, je ne sais pas quel test nous avons fait de façon exacte qui est conforme à nos réalités. Il n'y a pas ce test-là. Il faut d'abord, même la Constitution, n'en parlons pas. On fait après, c'est les préfaces que nous enlevons et puis nous enlevons quelques articles. Le Code civil, le Code pénal. Est-ce que la sorcellerie est reconnue chez nous? Donc, je vous comprends que vous puissiez émettre des vœux. Vous dites que vous êtes juriste. Je vous comprends que vous puissiez émettre des vœux. C'est des vœux qui vont peut-être se réaliser d'ici 50 ans. Mais là où nous sommes là, actuellement, là, avec ce Bénin que nous avons actuellement, dites-vous que ce n'est pas possible. On va continuer ce travail d'éveil de conscience, tout simplement. Tout simplement. Sinon, quelqu'un l'a dit la dernière fois, soit on rapatrie tous les Béninois et on amène des Béninois neufs. Et ce qui n'arrivera pas. Et donc, faire un travail, le travail qui sera fait, et je l'ai toujours dit à chaque fois de mes débats, M. Akhovi vient de le dire encore une fois, il faut une éducation qui change la mentalité des Béninois. Sinon, si c'est la même chose et qu'on est là, on va débattre, et qu'on ne change pas l'éducation et que le paradigme soit le paradigme béninois, on va toujours continuer à projeter des choses qui ne se réaliseront jamais. Parce que chacun luttera toujours pour sa paroisse, comme Talon et son clan aujourd'hui luttent pour leur paroisse, pour leur clan. Et Rumbedi, des Rumbedi vont naître, ils feront des accords de circonstances et on va dénouer des choses, ils vont dire non, je ne suis pas d'accord. Et on sera dans cet éternel recommencement. Je vous comprends parfaitement par rapport à vos vœux, mais c'est des vœux qui resteront des vœux pieux. Merci, vous pouvez me répondre. Le Russe, tu peux réagir aux deux motions, oui. Ok, bon, d'abord pour réagir, je dois dire aux amis sûrement qu'ils ne me connaissent pas, sinon, et s'ils me connaissaient, ils n'allaient pas faire cette motion-là. Moi, je suis un panafricaniste bon teint. Et tout ce que vous êtes en train de dire, surtout M. Akhovi, ce sont des idées qui sont, nous, dans nos programmes, dans notre idéologie du panafricanisme. Nous, on comprend tout ça. Et ceux qui ont toujours souvent suivi mes interventions, ils doivent savoir que je porte, comment on appelle, une grande attention à l'éducation d'un pays parce que je pense que tout part de l'éducation. Nous avons tellement, moi j'ai fait tellement de développement, d'exposés sur l'éducation, comment on doit réformer. Vous voyez, le panafricanisme, c'est ça l'avantage. Nous travaillons beaucoup, on fait beaucoup d'échanges dans ce sens. Bon, donc, et en ce qui concerne aujourd'hui la loi dont nous parlons ici, là, ça n'a pas besoin de... Oui, il y a aussi autre chose que je voulais corriger avant même de venir là. Il y a un préjugé ou bien, je ne sais pas, c'est un stéréotype et qui est devenu des rumeurs et c'est devenu une chanson que tous les Béninois chantent. Et ils disent, notre constitution, c'est la copie conforme de la constitution française. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Avant de faire ce genre d'affirmation, faites tout au moins l'effort intellectuel ou scientifique d'aller comparer les deux constitutions, d'aller les lire, ou bien aller prendre la constitution de 90 en son temps et d'aller les comparer pour voir. Monsieur, je n'ai pas dit ça. Hein? Attendez. Rédigé. J'ai pas dit en esprit, oui.
En esprit, oui, mais pas dans les tests. C'est pas les mêmes phrases, mais l'esprit, c'est le même. C'est possible. Vous pouvez dire dans l'esprit. L'esprit, c'est le même. Moi, j'ai lu les constitutions. Je ne veux pas vous dire que je suis juriste, hein, mais j'ai lu les deux constitutions. C'est en esprit, oui. En esprit, oui. Écoutez. Mais pas la phraséologie. Écoutez, attendez, je ne parle pas de... C'est pas ce que vous mettez dans la phraséologie. Écoutez, je tiens simplement à vous dire, parce qu'il y a ces rumeurs qui courent souvent. Et c'est souvent ceux qui ne maîtrisent pas le droit, qui ont l'habitude de dire, parce que c'est devenu une chanson que tout le monde chante dans les rouillards, on a copié. Oui, on peut dire dans l'esprit, oui, mais ça ne peut pas être autrement. Parce que on a choisi la démocratie. On a choisi le camp de l'Occident en son temps, en 90. Vous comprenez? Donc, quand vous aspirez à une nation démocratique telle que l'a conçue les Occidentaux, il y a des normes que vous devriez avoir dans votre constitution, c'est normal. Vous comprenez? Mais c'est un peu une insulte à nos juristes quand chaque fois on dit oui, on est allé faire copie. Non, ce n'est pas exactement ça. Et avant de faire quand même ces genres d'affirmations, faisons l'effort d'aller comparer en son temps les deux constitutions pour voir. Notre constitution a même innové en 90 parce que en France, les gens n'avaient pas, les citoyens n'avaient pas la possibilité de saisir directement le juge constitutionnel. Or, en 90 déjà, nous, notre constitution, on a donné des prérogatives aux citoyens de saisir directement le juge constitutionnel pour le contrôle de constitutionnalité des normes ou bien de certaines normes. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc maintenant, revenons à cette affaire d'aller dans les fondamentaux et tout. Pour aller dans les fondamentaux, pour changer les tests tels que vous le dites, il faudrait que vous deveniez vraiment de vrais patriotes et que vous rejoigniez le mouvement panafricaniste et que vous ayez vraiment des présidents panafricanistes au pouvoir. Des présidents patriotes au pouvoir, pas des présidents vassaux. Parce que tant que vous aurez des présidents vassaux au pouvoir, vous ne pouvez rien changer. Vous ne pouvez pas vouloir quelque chose de son contraire. Si vous voulez vraiment que les choses changent, que foncièrement, l'éducation, la constitution, qu'on prenne en compte nos réalités traditionnelles, la sociologie, tout ça là, il faudrait que quelqu'un, un vrai panafricaniste, patriote, vienne au pouvoir. Sinon, vous ne verrez jamais ça. Le monde, la géopolitique ne fonctionne pas comme ça. Soit vous êtes aligné, soit vous êtes hors jeu. C'est comme ça. Et pour être aligné, il faut respecter certaines normes. Ce sont les chrétiens qui gouvernent le monde. Ce sont les maçons qui gouvernent le monde. Il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Il y a des lobbies qui sont là. Donc, on peut apporter pour contrer ces genres d'idéologie aujourd'hui, pour nous imposer, c'est le panafricanisme. Et c'est pour ça que nous travaillons chaque fois. Donc c'est un peu ça, ce que j'allais vous répondre, M. Arovi. Merci beaucoup pour votre position, c'était quand même très noble. Et merci aussi à l'apport de M. Olou. Vous avez raison sur certains points, hein, je vous l'accorde. Allez. Oui, oui, monsieur Biafrika. Monsieur le Russe, permettez-moi, je veux dire un petit truc, permettez-moi, je vous demande pardon. Je préfère un président nationaliste qu'un président patriote, parce qu'un patriote n'est pas forcément nationaliste. Parce qu'il faudrait qu'un nationaliste soit là pour vouloir créer une nation. Vous êtes juriste, vous savez. Les nationalistes sont plus dangereux. Les nationalistes ne sont pas plus dangereux. Vous n'avez pas tracé vos frontières, vous voulez faire la nation. C'est vous qui avez tracé vos frontières? Non, mais ce que je mets dans nation, vous le comprenez. Avant de parler de nation, il faudrait que vous ayez... La question de nation ne se limite pas aux frontières forcément, aux frontières que vous voyez. Vous me dites qu'on n'a qu'à se limiter à nos réalités. Et un président, il doit se limiter à nos réalités. Mais même, vous savez qu'il y a par exemple des Adja au niveau du Togo, à Ného, tout ça là. Donc une nation, ce n'est pas forcément la limite tracée par l'Européen. Mais Omar, mettez-vous là. C'est pas moi, hein, c'est pas chez moi ça. Donc c'est ce que je voulais dire. C'est ma petite contribution que je voulais apporter tout simplement. Merci. D'accord, merci beaucoup, monsieur Olou. D'accord.
Ok, Geoffroy, tu peux Oui, dire. et monsieur Biafrika, c'est bon, hein, moi j'ai fini, hein, vous donner la parole à quelqu'un d'autre. Ok, Geoffroy avait demandé. D'accord. Revenons au débat. Le divorce consommé. Parce que quelqu'un a demandé, nous pouvons tenir des débats techniques ici et autres. Vous savez, ce débat-là, et Maître Adrien Bédier est conscient de cela. Hein. Il sait que en mettant ces arguments sur la table, c'est possible qu'il ne gagne pas. Que son logo ne soit pas retouché, que son parti ne soit pas reconnu. Mais vous oubliez qu'il y a une implication politique, qu'il y a des conséquences politiques. Aujourd'hui, là, même si on dit qu'il est en train de calculer pour pouvoir négocier encore ses positions, même s'il se renforce et puis qu'il le ramène tout dans l'UPR, là, vous êtes d'accord qu'il y a une scission. Nous sommes tous, nous voyons nous tous. Et cette histoire-là a déjà fait le tour du pays, a fait le tour de la sous-région et même du monde entier même. Vrai ou faux? Donc ça a déjà créé un déséquilibre. Et nous nous tendons vers la redistribution des cartes, que vous le voulez ou pas. Donc, le débat que nous tenons est au-delà même du débat technique. C'est vrai qu'en tant que scientifique, c'est assez passionnant. D'accord? Que nous parlions de ça, de comment les trucs se sont passés, de la procédure, des implications juridiques, tout ça là. Mais nous sommes aussi dans un domaine hautement passionnel, hautement sensoriel, qu'est la politique. C'est intrinsèquement lié à nos émotions. Alors, le vieux veut partir. On ne veut pas le laisser partir. On est en train de dire que son logo n'existe pas. J'ai entendu des gens dire qu'il ne vaut plus rien, que son fief s'est restreint juste à Porte-Nouveau et puis à ces produits là. Bon, d'accord. Mais je dis un truc. Même sans son logo là, le visage de Maître Adrien Bédier fait toujours tact. Parce que regardez, on parle de Maître Adrien Bédier et puis de professeur Djobrenou. Imaginez une campagne. Vous savez comment ça se passe. Mais les gens ne valident pas les routes. Hein, parce qu'il y a quelqu'un qui a tenu un argumentaire en journée quand on discutait que non, les trucs ont changé. Quand vous voyez Porte-Nouveau, le visage de Porte-Nouveau a changé. Si on regarde seulement les routes, non, les kilométrages que les gens sont construits là, il y a dans notre pays ici là, il y a des régions qui vont s'éterniser au pouvoir. Donc le Béninois est complexe. Le Béninois, juste à cause d'une phrase, à cause d'un petit manque de respect que tu as eu pour lui, cela dit, écoutez, moi dans la 3e circonscription, vous savez que je suis du Nord, il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui ne seront jamais députés à cause d'une seule phrase qu'ils ont dite. Les Béninois, il est à la fois rancunier, à la fois compatissant, il est complexe. Donc les implications politiques sont là et il ne faut pas l'oublier. Maintenant, par rapport à tout ce tembroglio ou bien ce scandale politico-administratif et autres là, je dis, quoi qu'on dise, la mouvance perd des plumes. Et si l'opposition sait jouer, il saura récupérer très bien et les conséquences et se vertir de ça. Parce qu'il est clair que aux yeux de tout le monde, et selon même les arguments d'un soutien du régime, parce que le président Adrien Bédier reste encore jusqu'à présent un soutien du régime, donc on peut considérer que c'est une guerre entre guillemets fratricide. D'accord? Donc, ça prouve à suffisance que c'est entre eux qui sont en train de se tirer dessus. Parce que c'était l'opposition, maintenant on a dit oui, c'est comme ça ils aiment toujours accuser, etc., etc. Là, c'est tellement encore plus crédible, c'est fondé, que les gars seront là, ils vont regarder, et puis je ne sais pas comment expliquer ça, les conséquences politiques vont rejaillir sur eux. Vous voyez? Parce qu'ils sont taillés toute une image de ceux qui sont rigoureux, ceux qui gèrent avec droiture, voilà, en respectant les textes, en respectant la procédure. Voilà ce que un de leurs soutiens est en train d'exposer aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Et pour finir, il ne faut pas que on oublie quelque chose. Vous voyez, Maître Adrien Bédier, c'est quelqu'un... Une motion. Oui, ça vient. C'est quelqu'un, quoi qu'on dise, qui jusqu'à
la tombe va toujours respirer politique. Et là où il est encore plus dangereux, c'est que c'est un juriste. Il sait asséner, regardez bien son histoire. Il sait asséner les coups là où il faut. Et avant de décider, avant de sortir, c'est-à-dire, quand vous regardez, vous allez voir que tout a été minutieusement préparé, même les sorties publiques. Parce que, à son anniversaire, il aurait pu ne pas se prononcer. Il allait simplement parler par les voix qu'il connaît au sein du parti. Il a parlé, c'est que ça a fait tic. Il a attendu. Les gens l'ont vilipendé. Il est allé à un congrès des jeunes que les gens ont fait pour un truc de jeunesse là. Il a encore parlé. Il pensait que les gens allaient se ressaisir. Ils ont continué. Il a dit d'accord, ce n'est pas un souci. Il a dit à ses lieutenants, faites un communiqué et mettez le PRD comme logo. Parce que je vais leur montrer que je n'ai pas disparu. Que je suis vieux, je suis fatigué. Mais j'existe toujours. Ils ont fait, et comme des novices. Hein? C'est-à-dire, normalement, c'est l'UP qui doit porter, l'UP ou bien l'UPR qui doit porter plainte. Ou bien, qui doit dire, écoutez, nous ne sommes pas d'accord parce que le PR est en train d'utiliser son logo, il n'existe pas. Mais je n'ai pas compris, c'est le ministère qui a adressé un courrier. Sinon, normalement, là, c'est l'UPR qui doit adresser un courrier et dire, écoutez, arrêtez, ils vont régler ça entre eux. Mais c'est le ministère qui les saisit d'une lettre officielle. Elle a annoncé qu'il n'existe pas. Et ils osent même, parce que Adrien Ngbedia a fait cas de ça. Il dit que c'est des formes de menaces voilées. Vous osez même rappeler les gens en disant que il reste 3 ans à 12 mois d'emprisonnement ou une amende de 1 million à 5 millions. Mais il se dit, mais attendez, je ne comprends pas. D'accord? Et rapidement, il a répondu. Et là, moi, nous, la structuration des argumentaires, je dis, non, le vieux, là, il n'a pas fait ça en quelques jours. Parce qu'il a attaqué tout, point par point, et il a prévu les contestations éventuelles. Il a prévu les arguments de cours constitutionnels, de non, et c'est une disparition par acte administratif. Quand vous lisez, il a tout prévu. Si bien que il est assis, même si le show au niveau du tribunal officiel, il sait qu'au niveau du tribunal populaire, hein, il a déjà gagné. Et il a lavé l'affront qui a été fait à son endroit. Sans force physique, sans vociférer sur les chaînes, sans insulter quiconque. Il est tranquille. Respectez ce monsieur. Respectez ce monsieur. Je dis qu'il a dit quelque chose à un ami tout à l'heure. Si nous avons 2 personnes comme Adrien Ngbedia dans nos futures générations, les gars, c'est encore parti pour Hans Griff, la merde, pour les 50 ans à venir. Pour les 50 ans à venir. Ça là, il faut que nous sachions ça. Donc voilà ce que moi j'aimerais dire. Oui, monsieur, je crois que je peux parler. Oui, allez-y. Non, ce que vous dites, je ne suis pas trop convaincu. Hein. Moi, aujourd'hui, je suis certain. Et écrivez ça. Le PRD, c'est terminé. C'est terminé, ou bien il revient dans les rangs et il continue avec l'UPR, on les appelle, non? C'est la seule chose. Oui, monsieur Arovi, on dirait que vous ne m'avez pas suivi. Hein. Attendez, je vous ai dit. Laissez-moi finir, vous allez comprendre ce que je dis. Et si vous savez bien qui est Talon, vous avez suivi les échanges, on a vu ça à la télé, des échanges directs entre Talon et Maître Adrien Ngbedia. Il n'y a pas de respect. Talon ne le respecte pas du tout, même pas. La façon dont il lui a parlé devant tout le monde, et c'est des trucs que nous avons vus. Talon va prendre juste une décision, les gens vont exécuter. Et la force de... Vous savez, l'histoire de chez nous. Vous connaissez très bien, par exemple, l'histoire d'Adjavon. Adjavon avait même des ministres. Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? L'avocat de Adjavon, qu'est-ce qu'il est devenu? C'est pareil pour le PRD. Il y a des gens qui sont partis. Porte-Novo s'est déjà déchiré en plusieurs parties. Il y a des gens, des ex-PRD, qui sont de la pure mouvance aujourd'hui, en contournant même et Maître Adrien Ngbedia. Il n'a plus la maîtrise. Donc, en un mot, les gens, ils vont le quitter. Il va rester tout seul avec son parti. Ça, là, il faut que les gens savent les manières qu'ils utilisent. Quand vous mettez des valises d'argent au sol ou bien vous faites des promesses de ci et de ça, vous allez trahir celui-là qui vous a formé, qui vous a placé à ce niveau. Vous allez quitter les structures où il vous a même... S'il a placé des ministres là,
ces ministres-là vont lui tourner encore le dos. C'est ça notre réalité. C'est ça. Monsieur Harvey, excusez-moi, vous êtes de quelle zone géographique du Bénin? Je suis du Nord, comme vous l'avez dit. D'accord, merci beaucoup. Je comprends pourquoi vous tenez cet argument-là par rapport au PRD. Vous savez, c'est pourquoi je ne m'ai pas suivi. L'objectif du patriarche, là, ce n'est pas d'avoir raison au niveau juridique ou bien au niveau politique. Le monsieur, il actuellement, là, que vous le voulez ou pas, au niveau du tribunal populaire, il a raison. Donc, qu'on lui donne son logo ou pas, que le PRD survive ou pas actuellement, il gagne sur tous les plans. Même si ces lieutenants ne le suivent pas, ceux qui ont parti dans la mouvance et autres là, ça ne l'intéresse plus. Et si vous connaissez vraiment le poids sentimental, la jalousie qu'ont les gens de l'OM par rapport au PRD, vous n'avez pas tenu ces arguments-là. Vous voyez ce vieux qui est là. Hein? Ce qu'il dit aux gars de faire dans l'OM, c'est ça qu'ils font. C'est pas pour rien quand il a toussé, tout le monde a compris à venir en habit blanc chez lui. Sa force de frappe, sa frappe de nuisance au nom de l'OM est terrible, je vous dis. Donc, il ne cherche pas forcément son logo. Il cherche des raisons valables qui pourront le faire parler devant la population de voilà pourquoi je suis parti. Et vous avez évoqué un événement très important dont nous nous rappelons. La mise en déroute ou bien, je ne sais pas, ce qui s'est passé avec le parti. Moi-même, j'étais choqué qu'on le parle comme ça. Parce que, écoutez, d'accord, c'est l'institution qui lui parle, mais c'est les gens qu'il a vu naître quand même. Vous savez, il a gardé, il a ruminé cette humiliation pendant des années. Et acceptons-le, ce qu'il vient de faire, c'est un coup de maître. Parce qu'il a mis en déroute toute la mouvance. C'est ce que nous disons. Merci.